Bonjour à toutes et à tous. Je poursuis l'étude sur les révoltes nationalistes avant et sous Gorbatchev. J'ai eu l'occasion d'évoquer brièvement disons, les problèmes de Gorbatchev. On voit bien sur cette photo, n'est-ce pas? Et ses hésitations concernant l'Asie centrale, tous les problèmes qui se posent dans les années quand Gorbatchev arrive au pouvoir, donc 85, 86, 87, 88, au Kazakhstan, l'Ouzbékistan, en Turkménistan, également dans le Caucase, dans les trois pays, j'ai envisagé le cas de l'Arménie, de la Géorgie et de l'Azerbaïdjan. Et aujourd'hui, donc, je voudrais parler du nationalisme ukrainien, de son développement, parce qu'à l'occasion de cette terrible guerre entre la Russie et l'Ukraine, j'entends souvent dire des choses qui ne sont pas exactes, à savoir que le nationalisme ukrainien était pratiquement moribond, très peu actif, très peu développé, jusque justement au coup de M. Poutine à partir de, 2000, de 2014. Bien, les choses sont beaucoup plus compliquées que cela. Alors, pour l'Ukraine, euh, je, je voudrais envisager deux aspects du problème. D'abord, sur le plan chronologique, le contentieux entre la Russie et l'Ukraine des origines aux années 60. Et ensuite, des années 60 jusqu'à l'indépendance en 1991. Bon. Alors, pour cette première partie, notamment, je m'appuierai volontairement sur le témoignage d'un dissident ukrainien, Petro, Piotr, Petro en ukrainien, Pierre Grigorenko, le général Grigorenko. Alors, avant donc de rappeler ce contentieux, je veux développer un petit peu, vous présenter donc ce général. Alors, qui est le général Grigorenko? On le connaît relativement bien depuis la publication, il y a 40 ans, un peu plus de 40 ans, en France, de ses mémoires. Il était alors en exil aux États-Unis et au Canada. Donc, il y a ce gros livre de 800 pages sur lequel je m'appuierai pour le décrire. Alors, c'est vraiment un Ukrainien là au cœur des problèmes actuels. Il est né en effet dans cette zone là aujourd'hui très disputée entre la centrale de Zaporizhia et Mariupol, Berdiansk, les bords de la mer d'Azov. Donc, il naît en 1907 dans un petit village du sud de l'Ukraine. C'est un fils de paysan, hein, dès l'âge de 14-15 ans, il doit, avec son frère qui est un peu plus âgé, prendre la ferme familiale en main, puisque leur père est appelé à la guerre. C'est un cultivateur, si vous voulez, un jeune hein, qui s'initie à la culture, mais en même temps, dans ses mémoires, il insiste sur le fait qu'il est très tôt passionné pour la littérature. Hein. Par exemple, il nous parle du plaisir qu'il a pu avoir de lire, de découvrir 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne, mais aussi de tout ce qui lui tombe sous la main, les ouvrages, bien sûr, de Dostoïevski, notamment les frères Karamazov. Euh, c'est un garçon, un jeune sociable, hein, qui se lie notamment avec le pope du village et sa famille. Euh, le pope va lui inculquer, dit-il, de bons principes, son père étant à la guerre, donc c'est un oncle qui l'élève et il est un peu seul quand même. Euh, il parle pratiquement pas de la guerre de 14, sinon pour dire donc que son père y participe. Mais par contre, il a en mémoire la cruauté de la guerre civile entre blancs et rouges. Le village qu'il habite est un village rouge, il n'y a que deux blancs. Hein. Son frère Ivan est incorporé d'ailleurs dans les gardes rouges. Alors, autre
élément de cette adolescence, il nous raconte comment son père, au retour de la guerre, a décidé de créer une école, de financer, il n'était pas riche, mais il s'arrange pour avoir un minimum, pour faire venir des enseignants et créer une école près de Mariupol, donc sur la mer d'Azov. Et son fils, donc le futur général Grigorenko, bien sûr, participe à cette école. C'est là, nous dit-il, qu'il a lu pour la première fois un poème écrit par Taras Shevchenko, celui qu'on appelle le Victor Hugo ukrainien, grand poète, peintre, chantre donc du nationalisme ukrainien. Et donc, il lit pour la première fois un poème de Tchevchenko. Il apprend là qu'il appartient à la nation ukrainienne. Jusqu'à présent, il n'en avait pas du tout conscience. C'est une période, là, quand il est dans cette école, les années 20-21, où il y a un renouveau de la culture ukrainienne. C'est ce qu'on appelle le moment des prosuitas, des lumières, avec des soirées littéraires organisées autour de la culture ukrainienne. Donc, Grigorenko nous en parle comme une période faste. Euh, bon, cela dit, tout en se sentant ukrainien, il se sent aussi très communiste et dès 1922, il va participer à la fondation d'une section de jeunesse communiste. Euh, Puis ensuite, il est envoyé à Berdiansk, enfin il est envoyé, il va à Berdiansk à la gare, hein, le dépôt exactement de la gare où il est ajusteur. Hein. Mais il ne reste pas longtemps ajusteur. On l'oriente assez vite vers l'encadrement des jeunes communistes. Hein. Et de même, d'ailleurs, quand il quitte Berdiansk, il part pour Stalino. Stalino, c'est Donetsk à l'époque. Et Grigorenko nous précise que selon lui, le nom de Stalino ne vient absolument pas de Staline, mais c'est du nom de l'acier, c'est la ville de l'acier, donc une grande zone métallurgique. Et là, à Donetsk ou Stalino, comme vous voudrez, il s'occupe d'un groupe de jeunes pionniers. Donc, il est stalinien, ça ne fait aucun doute. Il admire beaucoup Staline. Donc, il en profite pour, comment dirais-je, se prolétariser. Enfin, c'était un prolétaire, mais les campagnes, là, il est en pleine zone industrielle. Donc, c'est une expérience intéressante pour lui. Et en 29-30, alors, un moment important dans sa vie, on l'envoie, hein, sans doute le Parti communiste, l'envoie à l'université de Kharkov, et là, il s'insère dans une section scientifique, professionnelle, la section des ponts. Donc, il va suivre tout le cursus hein, de cette université technique, de cette section technique de l'université. Et il s'en tire très bien, c'est un élève brillant, et à la sortie de l'université de Kharkov, il est envoyé à Leningrad, Saint-Pétersbourg, à l'école du génie militaire, donc où il apprend la technique des fortifications. Ça va être désormais sa spécialité au sein de l'armée. De là, comme il est vraiment brillant, il est nommé au commandement des zones fortifiées de Biélorussie, à Minsk, hein, où il reste à peu près jusqu'à la guerre, donc apprécié par tout le monde. Puis la Grande Guerre patriotique, comme on l'appelle en Russie, intervient donc à partir de juin 1941. Là, donc dans l'armée, il est d'abord envoyé en Extrême-Orient, puis en Ukraine. Il est blessé au front.
euh, en- mais donc c'est une conduite très honorable. Il devient colonel et il accédera même au grade de général plus tard, donc de général-major. Donc, belle carrière militaire. Euh, il admire toujours beaucoup Staline. Hein, il pense que vraiment, l'URSS a une grande chance de l'avoir à sa tête et il considère sa mort comme une tragédie personnelle. Voici ce qu'il écrit, page 357 dans ses mémoires. Euh, pour moi, la mort de Staline fut une tragédie personnelle. Que va devenir notre pays sans lui, me demandai-je, angoissé. Je ne participais pas aux grandes funérailles que les responsables du métier de l'ordre avaient organisées à l'intention des simples croyants, cette mêlée où des centaines de gens moururent étouffés. Mais si je ne suis pas allé, ce n'est pas que je refusasse de rendre un dernier hommage à mon chef, c'est qu'on avait ménagé pour ses fidèles disciples des cérémonies plus ordonnées. Nous respirions après la mort, je ne peux le nier, mais nous n'attribuions pas ce sentiment à la mort de Staline. La plupart des gens, et j'en étais, ne le condamnaient pas. Nous continuions de voir en lui l'infaillible par excellence. Pourtant, l'écho de ce qui s'était passé pendant les années les plus terribles de la terreur stalinienne commençait à nous revenir de plus en plus distincts. Donc, ses sentiments vis-à-vis de Staline. Et va survenir donc, dans les mémoires, il date très bien les choses de l'année 61, d'un mois, septembre, et même d'un jour, le 7 septembre. Que se passe-t-il? Ben, la vie de Grigorenko va changer du tout au tout. Il est délégué pour participer à une réunion du Parti communiste à Moscou, délégué par l'académie, la grande académie militaire Frunze, dont il fait partie. Et là, cette réunion, il veut prendre la parole parce que il a des choses à dire, pense-t-il. Il hésite, il sent très bien que va se jouer son avenir. Finalement, donc, il intervient à propos du programme du parti dont on discute, et là, il va poser carrément la question que personne n'ose poser, comment ce culte de la personnalité qu'on a dénoncé en 1956 à propos de Staline a-t-il pu apparaître et que doit-on faire pour l'éviter? Autrement dit, Staline a développé ce culte, cette tyrannie, mais il a eu des complices autour de lui, et ça, on n'en parle jamais. Qui sont-ils? Et comment peut-on éviter que ça se renouvelle? D'autre part, il demande expressément qu'il y ait plus de démocratie au sein du parti, notamment par le système électoral, qu'il y ait plus d'égalité aussi entre les communistes, entre les citoyens, que par exemple les hauts traitements soient supprimés. Bref, c'est une intervention brève, mais qui sidère les présents et désormais le regard qu'on porte sur Grigorenko sera différent. Il est très vite exclu du parti et muté en Extrême-Orient. Là, pendant plusieurs mois, il ne se morfond pas, il ne regrette rien, simplement, il décide d'approfondir ses connaissances dans le marxisme et notamment dans le léninisme. Il relit tous les travaux de Lénine, car il pense que pour changer, pour modifier, pour réformer le communisme, il faut s'appuyer sur Lénine. Et en 63, alors, il va plus loin, avec l'un de ses fils, il décide de créer un mouvement, l'Union des combattants pour la renaissance du léninisme. Alors, il procède par tracts qu'il distribue aux gens qu'il connaît. Hein. Donc, dans le premier tract, il annonce la création du mouvement, l'Union des combattants pour la renaissance du léninisme. Et puis, dans les tracts suivants,
tantôt il dénonce des, des dysfonctionnements du régime, de gros dysfonctionnements, des dysfonctionnements que j'appellerais structurels. Tantôt, il critique, il dénonce des dysfonctionnements conjoncturels, c'est-à-dire des événements qui viennent de se passer. Je vous donne des exemples. Par exemple, dans le tract numéro 2, bon, c'est une critique structurelle, il critique l'État soviétique qui est devenu un État bureaucratique, dit-il. Donc, c'est une critique générale. Le tract numéro 3, par contre, il dénonce la, comment dirais-je, les réactions du parti à une manifestation de travailleurs qui a eu lieu à Novotcherkassk, c'est dans la région de Rostov, en juin 62. Personne n'en a parlé, ça a été caché, mais il sait que à Novotcherkassk, au mois de juin, des ouvriers qui réclamaient une amélioration de la démocratie au sein du parti, eh bien qu'on a envoyé contre eux la police et l'armée et qu'il y a eu des morts. Et il déclare que c'est une honte et dénonce cette fusillade de travailleurs. Le tract 4 a un objectif beaucoup plus général. Il revient sur l'idée qu'il faut débarrasser le parti de la bureaucratie, des apparatchiks, des gens qui font carrière dans le parti et qui n'ont plus d'idéologie révolutionnaire. Il faut organiser des élections libres, c'est-à-dire qui ne soient pas manipulées par le parti, et il faut que le peuple puisse contrôler le fonctionnement du pouvoir. On ne peut pas laisser au seul parti l'autonomie complète du pouvoir. Donc ça va très loin. Tract 5, il critique les syndicats. Alors vous savez que dans les pays communistes, les syndicats ne sont pas autorisés. Il y a un seul syndicat, le syndicat officiel, qui est tenu par le parti. Et ce syndicat officiel, bien sûr, il se conduit comme un organe officiel et il ne défend pas vraiment les travailleurs. Donc il faudrait qu'il y ait d'autres syndicats. Enfin, dans un autre tract, il se penche sur un problème quotidien pour les soviétiques, la pénurie alimentaire, les queues dans les magasins. Et il essaye d'analyser. Bon, dit-il, il faut remonter aux récoltes. Il y a beaucoup de pertes au cours de ces récoltes parce que les sovkhosiens, les agriculteurs, les kolkhosiens ne sont pas intéressés, donc ils font ils ne cultivent pas, disons, avec amour, avec soin. Bon, de même pour les stockages qui pourrissent. Bref, il faut revoir la relation des travailleurs avec la production, c'est-à-dire il faut redonner aux travailleurs agricoles, mais aussi industriels, il faut leur redonner des responsabilités. Il faut que, à nouveau, ils aient le sentiment d'être responsables des récoltes ou des productions dans les usines. Donc, vous voyez, ces critiques vont très, très loin. C'est loin d'être anodin. Hein. Bon, bien entendu, arrive ce qui devait arriver. C'est même étonnant que ça arrive un peu tard. C'est-à-dire que dès 64, Grigorenko est convoqué à la Loubianka, à Moscou. La Loubianka, c'est ce beau bâtiment où on a mis la police politique, la Tchéka, dès le départ. Là, à l'époque, il y a le KGB. Il est convoqué, interrogé, et après plusieurs semaines, on considère que il est dément et on l'envoie à l'Institut Serbski à Moscou, qui est un institut psychiatrique, pour l'examiner. Et les conclusions apparaissent le 19 avril. Grigorenko est déclaré officiellement irresponsable de ses actes. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne va pas continuer à être persécuté. Aussitôt, on l'envoie dans un hôpital psychiatrique spécial de Leningrad. Alors, je fais une parenthèse pour rappeler que c'est la méthode Brejnev.
À l'époque Brejnev, contrairement à l'époque Staline, on ne tue pas les opposants, enfin pas toujours. On ne les envoie pas toujours au goulag, non, on les envoie dans des hôpitaux psychiatriques spéciaux où ils sont traités comme des malades, c'est-à-dire où on les soumet à des traitements dégradants et bien sûr, ils sortent de ces hôpitaux avec l'esprit et le corps totalement démantelés. Alors, après sa sortie à l'hôpital psychiatrique, il apprend qu'il est radié de l'armée, qu'il est mis à la retraite, donc il n'a plus aucune ressource. Et avec sa femme, donc, il cherche des petits emplois, il est portier d'hôtel, vendeur de fruits et légumes. Mais je le répète, il n'a aucun regret. Il a franchi le cap. Il ne croit plus au communisme soviétique et au contraire, il pense qu'il faut construire autre chose. Donc, il entre en contact avec les dissidents, les plus grands dissidents intellectuels. Il en a entendu parler, mais il ne les connaît pas. Et en 66, il va essayer de les rencontrer, comme Vladimir Boukowski, Alexandre Gainsbourg, Andrei Sakharov, ou surtout, qui deviendra un véritable ami, Alexis Kosterine. Et à partir de là, à partir donc de sa réflexion sur le léninisme, de ses contacts avec les dissidents, il a renforcé donc sa pensée critique et à partir de 1967, il se lance dans des actions dissidentes. Par exemple, il fait un premier discours devant les Tatars de Crimée. C'est Alexis Kosterine qui l'a sensibilisé à la cause des Tatars de Crimée. Ces Tatars, j'en ai déjà parlé, qui donc formaient la population d'origine en Crimée, qui ont été chassés à l'époque de Catherine II et qui ont été totalement éliminés, déportés par Staline, donc après la Seconde Guerre mondiale, et en Sibérie, enfin en Asie centrale, pardon. Et ils souhaiteraient, ceux qui subsistent, hein, souhaiteraient revenir et Alexis Kosterine, puis Grigorenko font des campagnes pour essayer d'obtenir le retour des Tatars de Crimée en Crimée. Euh, Au moment où Kosterine, dont le défenseur des Tatars, meurt, il fait un discours, Grigorenko fait un discours remarqué, toujours en faveur des Tatars. Il participe à la fondation de groupes de défense des droits de l'homme. Il collabore au samizdat, il fournit des documents, il trouve et dit que ce samizdat, c'est-à-dire ces publications clandestines, joue un rôle très important pour faire connaître les actions, les causes de la dissidence. Il proteste quand il apprend que des amis dissidents sont arrêtés par le KGB et il s'investit surtout en faveur donc des Tatars de Crimée. Il devient vraiment leur conseiller majeur. Bon, tout cela, évidemment, ne plaît pas du tout au pouvoir, qui intensifie la répression contre lui. Il est mis en prison en Ouzbékistan, à Tachkent. Il est à nouveau hospitalisé dans un hôpital psychiatrique spécial en Biélorussie, à Tcherniakovsk. C'est, dit-il, un véritable enfer que cet hôpital psychiatrique. Et il va dans un hôpital qui n'est guère mieux. Ensuite, on le déplace, l'hôpital numéro 5, hôpital psychiatrique toujours, de Leningrad. Finalement, en 77, il se sent presque obligé de partir. Il s'exile donc aux États-Unis puis au Canada. Et là, il apprend qu'il est déchu de la nationalité soviétique et il mourra après avoir écrit donc ses mémoires en 1987. Alors Grigorenko est considéré toujours par les Tatars de Crimée comme un des héros de la cause ukrainienne. Donc tous les ans, il y a des manifestations au moment de soit de l'anniversaire de sa naissance ou de sa mort. Par exemple, à Kharkiv en 2016, je vous lis
Vous voyez d'abord des photos où il y a des manifestants et il y a ce tract qui est distribué. C'est aujourd'hui le 109e anniversaire de la naissance de Petro Grigorenko, général soviétique, dissident soviétique, victime de la psychiatrie punitive et défenseur du peuple tatar de Crimée. Son ami, Mustafa Djemiliev, est à nouveau en exil et les Tatars de Crimée sont persécutés dans leur patrie sous occupation russe. Et on rappelle la belle carrière de Grigorenko. Ça, c'est en 2016. En 2017, il y a des manifestations en son honneur du même type. Donc, je voulais vous présenter Grigorenko, ce général donc qui, grand général soviétique, passe le pas et devient un dissident et consacre désormais sa vie pratiquement aux Tatars. Alors, j'ai annoncé que pour rappeler le contentieux entre la Russie et l'Ukraine, je ferai deux parties chronologiques. L'une des origines aux années 60, où je serai plus bref, et la deuxième partie, donc, ça ira des années 60 jusqu'en 1991, au moment de l'indépendance. Alors, je m'appuierai pour les deux parties sur les témoignages de Grigorenko, notamment pour la première partie. Donc, quand je dis je m'appuierai, c'est surtout donc sur son autobiographie. Alors, parmi l'inventaire des violences que fait Grigorenko, violences perpétrées par la Russie contre l'Ukraine, bien entendu, il cite la russification pendant la période tsariste. Il dit peu de choses sur cette période, mais des choses très fortes. Voilà comment il définit donc la période tsariste. Une politique de terreur massive contre la population ukrainienne. Ah, un servage des plus brutaux, donc non seulement la population est soumise au servage, mais avec beaucoup de brutalité en Ukraine, ce qu'on ne dit pas assez. Donc, deux choses, la politique de terreur massive contre la population, le servage brutal, dit Grigorenko, ont transformé en un siècle un pays autrefois développé, l'Ukraine, en une obscure province oubliée de la Russie. Donc je crois que on peut le retenir, c'est bref, hein, politique de terreur massive, c'est ça, la politique des tsars, servage brutal, et on transforme un pays qui a été autrefois développé en une petite province oubliée, voilà, où on vient se dorer au soleil en Crimée. Il insiste sur le fait que ah, sur le plan linguistique, il y a un phénomène qui s'est produit et qui est un peu difficile à imaginer. Il y a donc une grande parenté linguistique entre l'ukrainien et le russe. Eh bien, cette parenté nous explique que Grigorenko a contribué au succès de la russification. Parce que pendant que la période où la Russie a occupé l'Ukraine, les Ukrainiens ont peu à peu oublié le nom, d'abord, qui était le leur, se mis à se nommer Petit Russien, puisque c'était Catherine II qui avait voulu appeler l'Ukraine la Petite Russie, ou Toupet, comme les avait surnommés. Donc, ils ont oublié leur nom, et, nous dit Grigorenko, ils ont oublié aussi leur langue. Les enfants prirent l'habitude de ne parler que le russe, langue dans laquelle on leur faisait la classe. Donc, ils n'avaient pas l'idée qu'il y avait une autre langue avant. Et Grigorenko reprend, d'ailleurs, l'intelligentsia russe dans son ensemble était persuadée que la langue ukrainienne n'existait pas, que ce n'était tout au plus qu'un dialecte russe. Donc, les Russes eux-mêmes minimisaient totalement l'importance de l'ukrainien et le considéraient comme un patois. Alors, Grigorenko rappelle que, bien sûr, il y a des mesures qui ont contribué à cela,
par exemple le ministre russe de l'Intérieur ou le tsar Alexandre II, qui ont interdit l'emploi de l'ukrainien dans la littérature, dans les écoles, dans les théâtres. Donc, c'est des mesures qui auraient dû faire disparaître l'ukrainien. L'ukrainien était oublié, alors totalement oblitéré par les Russes et en cours d'oubli dans la population ukrainienne, sauf dans une élite. Donc voilà, résumé, les méfaits de la période tsariste selon le général Grigorenko. Ensuite, dans ses mémoires, il fait quelques allusions aux bolcheviks qui arrivent donc en 17 et notamment en 18 donc en Ukraine. Alors je rappelle, vous le savez, que après la révolution de février 17, quelques mois après, au mois de juin, euh, les, les Ukrainiens ont élu démocratiquement la première République populaire d'Ukraine. Bon, et qui a été ratifiée au mois de novembre 1917. Bon. Donc, et Grigorenko nous le rappelle, très vite, à l'Est, hein, des bolcheviks, notamment des bolcheviks russes, se sont lancés ont créé une république concurrentielle, la République socialiste soviétique d'Ukraine, et se sont employés à détruire la République démocratique, la République populaire d'Ukraine, qui avait été créée en juin-novembre 1917. Voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit deux facteurs. Un, le niveau extrêmement bas de la conscience nationale du peuple ukrainien, il ne le nie pas. Deux, l'intervention bolchevique russe, eh bien, ont mis fin à cet État né d'élections libres qui se nommait la République populaire d'Ukraine. Ces deux facteurs, donc, je reviens en arrière, le niveau bas de la conscience nationale du peuple et l'intervention bolchevique. Et donc, cette République populaire d'Ukraine, qui avait été élue démocratiquement, a vécu très vite. Elle a été donc, elle a péri dans les combats menés par les bolcheviks russes. Et à partir de ce moment-là, les, les bolcheviks russes n'ont plus voulu reconnaître des droits nationaux. Ils ont, si vous voulez, eu l'astuce, c'est le terme qu'emploie Grigorenko, de dire tout ce qui est national est bourgeois. Donc, toute revendication nationale ou nationaliste, c'est de l'ordre bourgeois, c'est à proscrire. Voilà exactement ce qu'il écrit. On avait trouvé une astuce démagogique, c'est les bolcheviks russes, on luttait en parole contre le nationalisme bourgeois. En réalité, on étouffait toutes les formes de conscience nationale. Et on en vint à suspecter jusqu'aux communistes ukrainiens. Parce que, je vais le répéter là pendant quelques diapositives, ça va être l'idée surtout de Staline, c'était pas possible d'être communiste et d'être pro-ukrainien. C'est pas possible. Les communistes devaient être pro-russes. Un point, c'est tout. Et oublier complètement leur culture ukrainienne. Et il nous donne quelques exemples. Par exemple, il nous donne un exemple des années 20. Il y a un certain Nicolas Skripnik qui, en 1927, est nommé, donc un communiste, qui est nommé commissaire à l'éducation en Ukraine. Alors, Skripnik convainc le comité central ukrainien de conduire une politique d'ukrainisation. Ça veut dire encourager la culture, la littérature ukrainienne. La langue ukrainienne est institutionnalisée dans les écoles et la société, et le taux d'alphabétisation augmente fortement durant cette période. Skripnik convoque une conférence sur l'orthographe en 1927
à Kharkiv. Cette conférence permet d'arriver à un compromis entre les différentes variantes orthographiques et on peut ainsi publier un premier alphabet standardisé qui sera applicable à l'ensemble de l'Ukraine. Donc tout ça, c'est un gros progrès. Euh, Skripnik croit vraiment que on peut être communiste, mais même que, disons que pour atteindre le communisme, hein, il faut que l'autonomie de l'Ukraine, l'ukrainisation, soit poussée au maximum. Donc non seulement il n'y a pas incompatibilité, mais il y a complémentarité entre le communisme et l'ukrainisation. Malheureusement, Staline arrive maintenant au pouvoir, il est de plus en plus puissant et il décide de mettre fin à cette politique. Et en 1933, il envoie Pavel Postichev en Ukraine pour faire le contraire de la politique de Skripnik. C'est-à-dire, il renforce la collectivisation, je parle de Postichev, l'envoyé de Staline, il conduit des purges au sein du Parti communiste bolchevique il démet de ses fonctions Skripnik et toutes les mesures qu'il a pu prendre, de telle sorte que Skripnik se suicide le 7 juillet 1933. Alors, plus probablement, hein, c'est un assassinat par les agents du NKVD, l'ancêtre du KGB. Grigorenko donne un autre exemple de communiste pro-ukrainien qui va être lui aussi condamné. C'est Mykola Vilyovi, qui est un écrivain de talent, qui se fait remarquer dans le monde littéraire d'Ukraine dans les années 20, qui, tout en adhérant aux idées communistes, prône l'indépendance culturelle ukrainienne face à la domination de la culture russe. Il fait un article tout à fait intéressant qui s'appelle Ukraine ou Petite Russie. Cet article va lui causer des ennuis majeurs de la part du régime soviétique, parce que dans cet article, il dit qu'il ne faut pas suivre aveuglément la littérature russe, hein, il faut s'appuyer sur la littérature ukrainienne. Et il fonde d'ailleurs une association littéraire. Mais bien entendu, sa politique est décriée, on l'accuse d'être nationaliste, un ennemi, un bourgeois, et lui aussi se suicide en 1933, où on le suicide, bien sûr. Donc, euh, c'est clair et net, pendant les années 30, pendant la période de Staline, Staline s'emploie à écraser complètement, non seulement il a écrasé la révolution ukrainienne dans les années 18, mais là, il fait en sorte que l'intelligentsia nationale ukrainienne soit démembrée ne puisse plus agir. Euh, il continue cette politique, c'est le 3, où Grigorenko reprend en disant, en expliquant comment Staline s'est attaqué à cette élite ukrainienne pour la faire disparaître. Alors Staline a mis sur pied un procès préfabriqué, vous savez qu'il était génial à ce sujet, c'est-à-dire qu'on a inventé un mouvement, l'Union pour la libération de l'Ukraine, et on a accusé tous ceux dont on voulait se débarrasser de faire partie de ce mouvement, de ce pseudo-mouvement. Donc, on a accusé les gens dont qu'on ne voulait plus voir, les Ukrainiens donc nationalistes, de préparer des actes terroristes, de favoriser une intervention étrangère, de soulever le peuple, d'où torture, falsification, procès où les accusés avouent leurs crimes alors qu'ils n'avaient rien fait. Et c'est ainsi donc que
Staline a exterminé physiquement toute l'intelligentsia ukrainienne. Euh, Grigorenko fait remarquer que près de 90% des écrivains ukrainiens, dont de nombreux communistes, ont péri à cette époque. Alors, à cette extermination de l'intelligentsia ukrainienne a succédé une autre violence très connue, l'Holodomor, c'est-à-dire donc la famine provoquée par Staline pour faire plier les paysans ukrainiens. Famine terrible dont on a parlé par ailleurs. Euh, alors il fait une seule allusion à l'Holodomor, mais elle est nette. Le parti préparait le pire des crimes qu'il ait perpétrés contre la paysannerie, la famine artificielle. Et à ce sujet, il s'arrête un instant pour dire, mais comment ça se fait que nous, adultes ukrainiens de l'époque, hein, nous n'avons pas vu, nous n'avons pas dénoncé justement cette terrible tromperie de la part de Staline qui a mené à l'Holodomor. Et il répond, Grigorenko, ben c'est simple, euh, nous étions aveuglés par notre foi communiste. Hein. Nous croyions tant au communisme que nous étions prêts à justifier n'importe quel crime commis en son nom. Hein. Donc, nous pensions que tout ce que faisait le parti était fondé et nous ne pouvions pas remettre en cause le moins du monde et encore moins ce que faisait le dirigeant principal du parti. C'est l'aveuglement des, des, des militants. Il rappelle aussi les déportations de masse au moment de la collectivisation. Il rappelle toujours dans son livre l'anéantissement de l'armée nationale insurrectionnelle après la Deuxième Guerre. Il déclare, aussitôt après la guerre, les organes de terreur entamèrent la lutte contre les criminels de guerre et réservèrent un sort cruel à ceux des combattants de l'armée insurrectionnelle ukrainienne, l'UPA, qui n'avaient pas réussi à fuir l'Ouest ou n'avaient pas eu le temps ou le désir. Donc, là, après, donc, on peut énumérer comme ça, c'est impensable d'ailleurs. Staline, après donc avoir démantelé l'intelligentsia, après avoir démantelé la paysannerie, eh bien, il s'attaque à l'armée ukrainienne. Et enfin, il s'attaque à l'Église ukrainienne, une partie de l'Église uniate d'Ukraine, donc, qui était surtout très, très active dans la partie occidentale de l'Ukraine, eh bien, après la guerre, il l'élimine. Hein. En 1946, il prend un décret euh, qui oblige le clergé gréco-catholique à être intégré de force à l'Église orthodoxe du patriarcat de Moscou. Hein. Donc, dans la même journée, le 9 décembre 1946, 204 prêtres gréco-catholiques abjurent, en disant l'hérésie latine. Ceux qui refusent, eh bien, sont déportés et internés au goulag. Voilà. Enfin, Grigorenko fait remarquer la rareté des remises de peine pour les Ukrainiens lors de la déstalinisation. Parce que après la mort de Staline, donc, le goulag est allégé. On libère de nombreux déportés, mais on libère essentiellement des droits communs, des brigands, des condamnés pour vol, pour viol, assassinat, mais les Ukrainiens, on les laisse au goulag, de telle sorte que les Ukrainiens représentaient 50 à 70% de la population du goulag après la guerre, entre 45 et 50. C'était donc cette première partie qui, durant laquelle j'ai essayé de faire un inventaire rapide en m'appuyant donc sur Grigorenko, sur
les raisons du terrible contentieux, donc depuis les origines jusqu'aux années 60. Et là, je voudrais donc un peu plus en détail montrer comment, à partir des années 60, la conscience nationale de l'Ukraine s'éveille et va préparer donc l'indépendance à partir de 91. Alors, je distinguerai cinq phases. La première phase correspond à ce qu'on a appelé la vague des soixantenaires. Je vais m'expliquer, mais ça correspond surtout à la période Khrouchtchev. Donc, Staline meurt en 53, Khrouchtchev peu à peu s'empare du pouvoir à partir des années 55-56 et reste au pouvoir jusqu'en 64. Alors, Khrouchtchev, c'est pas un ange hein, pour l'Ukraine, loin de là. Certes, il est né à la frontière de l'Ukraine, mais il sera responsable pas mal, notamment pendant la famine ukrainienne. Mais si vous voulez, durant la période où il est au pouvoir, il, il veut mettre fin à la terreur stalinienne. Donc, c'est une période de dégel dans l'ensemble de l'Union soviétique et notamment en Ukraine. Alors, cette phase 1, celle dite des soixantenaires, du dégel, un certain nombre de choses importantes se passent, notamment en Ukraine, se créent des structures clandestines d'opposition. Je dis bien clandestines. Par exemple, est créé un parti unifié de la libération de l'Ukraine. Alors, ce parti, souvent on appelle ça des partis, mais c'est pas, comment dirais-je, il y a une dizaine de personnes, très vite arrêtées, hein, donc ne rêvons pas. Alors, ce parti unifié de la libération de l'Ukraine est découvert par le KGB en 1958. Également, à la même époque, il y a ah, une union ouvrière et paysanne ukrainienne qui est fondée par deux avocats et un juge d'instruction, tous membres du Parti communiste. Malheureusement, ils sont arrêtés assez vite en 1961, condamnés à de 10 à 15 ans de prison. Et pourtant, l'objectif de cette organisation était un objectif parfaitement légal, puisqu'il s'agissait de créer un État ukrainien indépendant et socialiste. Or, toute république fédérale de l'URSS pouvait en principe faire sécession. Mais bien entendu, il n'en est pas question et les gens de l'Union ouvrière et paysanne sont arrêtés et condamnés lourdement. Ensuite, il y a une autre structure, un comité national ukrainien qui est créé par des ouvriers qui eux aussi vont être condamnés sévèrement et eux aussi pourtant réclamer l'indépendance de l'Ukraine. Donc j'éteins la lumière, peut-être que c'est plus clair comme ça. Enfin, je citerai euh, la création d'un front national ukrainien en 1964 qui sera découvert par la police que 3 ans plus tard, en 67. Ce front a été très actif. Les militants qui l'ont créé, c'était surtout des intellectuels qui se situaient dans le sillage de l'OUN, de OUN, c'est-à-dire l'Organisation des nationalistes ukrainiens, qui avait été créée dès 1929, et les militants donc du Front national ukrainien sont parvenus
a diffusé un journal clandestin qui s'appelait Patrie et Liberté dès 1965 et ils ont réussi à établir des ramifications un peu dans toute l'Ukraine. Donc, ce n'est pas rien. Dès que la terreur stalinienne est arrêtée, aussitôt on voit surgir en Ukraine des structures réclamant l'indépendance. Il y a aussi des formes de résistance pendant la même période, hein, euh, alors, ces résistances, ces actions sont diverses. Il y a des pétitions qui circulent pour demander la libération d'un tel, pour réclamer davantage de liberté pour l'utilisation de la langue ukrainienne. Il y a des lettres ouvertes aussi, mais une action qui a beaucoup frappé, c'est le suicide par le feu, le 6 novembre 1968, d'un Ukrainien de Kiev, à Kiev, Vassil Makouche. Alors, Vassil Makouche s'est suicidé, donc il s'est brûlé, il s'est suicidé par le feu au cri de Abat le colonialisme en Ukraine, vive l'Ukraine libre. Il est mort de ses blessures le lendemain, mais des personnes qui le connaissaient, qui l'ont entouré, dit qu'il voulait protester à la fois contre l'occupation de l'Ukraine par la Russie, mais aussi contre l'invasion russe en Tchécoslovaquie qui venait de se produire au mois d'août 68. Donc, ce suicide, bien sûr, frappe beaucoup, et encore régulièrement, tous les ans, le lieu où il s'est suicidé à Kiev est un lieu de rencontre, des discours sont faits, une plaque est apposée, et on rappelle donc le sacrifice de Vassil Makouch. Donc, pendant la même période, donc, se produit ce qu'on appelle donc le mouvement des soixantenaires, qui est un remarquable mouvement de la culture nationale, avec une pléiade de poètes, de musiciens, d'artistes, d'écrivains, de critiques, avec une animation culturelle de haut niveau. C'est une période dont on se souvient, enfin on se souvient, ceux qui étaient les plus âgés aujourd'hui, comme d'une période tout à fait remarquable de réveil national. Alors, parmi les grands noms de ce mouvement des soixantenaires, il y a l'historien Brejchevski, qui est notamment l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle L'unification, deux points, fusion ou adhésion. C'est extrêmement important de voir que l'unification, dont l'Ukraine, la Russie, tout ça, c'est dont on parle, est-ce que ça sera une fusion ou une adhésion? Il y a également un journaliste, Tchernovil, qui, en 1966, adresse une lettre ouverte au procureur de la Crimée, de l'Ukraine, pour dénoncer les procès qui sont réalisés à huis clos, donc procès politiques. Et enfin, le plus grand nom de ce mouvement des soixantenaires, c'est un écrivain, Ivan Dziuba, qui sera connu notamment par la rédaction d'un long mémoire de plusieurs centaines de pages qui sera publié en Occident quelques années plus tard sous le titre Internationalisme ou russification. Alors dans ce livre, Ivan Dziuba fait en léniniste le procès des persécutions subies par la nation ukrainienne depuis au moins les 40 dernières années, et surtout il fait le procès de la déculturation de l'Ukraine sous couvert d'internationalisme.
Donc tout ceci est très intéressant, bien sûr. Phase 2, c'est une phase de réaction par rapport à ce dégel dont je viens de parler. Alors cette réaction correspond sur un plan national à l'arrivée de Brejnev, donc, qui succède à Khrouchtchev en 64 et donc qui se traduit par dans de nombreuses républiques par des réactions de russification notamment. Alors, la période est inaugurée d'abord par des arrestations. Euh, alors, pourquoi Grigorenko dit dans ses mémoires, dans la première moitié des années 60, déferla la vague d'arrestations de ceux qu'on appelait les soixantenaires. Donc, il le dit très bien, on a coupé les ailes. Hein. Certes, ils étaient très peu nombreux, mais on ne pouvait pas leur reprocher grand-chose, on pouvait leur reprocher d'aimer leur pays, leur passé, leur culture nationale. Ils n'étaient pas, je veux dire, ils n'avaient pas beaucoup d'écho dans les masses populaires, qui étaient des Grigorenko en léthargie. Néanmoins, ils étaient dangereux parce qu'ils existaient et que les étincelles qu'ils faisaient pouvaient mettre le feu aux poudres. Il fallait donc les arrêter très vite. Alors, parmi les arrestations spectaculaires, il y a un historien dissident, Valentin Moros. Voici par exemple, c'est un extrait du journal Le Monde du 27 mai 1976. Je lis: la menace d'un internement psychiatrique de l'historien dissident ukrainien Valentin Moros se précise. Monsieur Moros avait été condamné en 70 à 6 ans de prison, 3 ans de camp de travail et 5 ans d'exil pour nationalisme ukrainien. Il devrait donc être transféré normalement sous peu dans un camp. Bon. Ensuite, arrestation du journaliste Vyacheslav Tchornovil, hein, journaliste éminent, hein, communiste lui aussi au départ, mais condamné en 76 à 6 ans de prison parce que pour raisons culturelles. Euh, L'édition de son journal clandestin le fait condamner à 6 ans de camp à nouveau. Hein. Il rejoint néanmoins le groupe d'Helsinki. C'est extraordinaire la force, l'opiniâtreté de ces gens hein, qui sont arrêtés sans arrêt. Et à partir de 1989, il va participer à la perestroïka et il sera là au début de l'Ukraine indépendante. Il recevra d'ailleurs le prix Shevchenko en 1996. Alors, arrestation pendant cette période très dure, russification, par exemple, statistique, en 1950, 80% des journaux étaient encore publiés en langue ukrainienne. En 63, il y en a plus que 33%. Russification, en 59, 73% des habitants parlaient la langue ukrainienne. En 70, il y en a plus que 69%. En même temps, toujours dans cette période noire où le pouvoir se déchaîne contre les nationalistes ukrainiens, on assiste à des actes de détournement, de destruction volontaire de monuments et d'objets du patrimoine national ukrainien. Je donne 2 exemples. Un incendie se déclare à la bibliothèque de l'Académie des sciences de Kiev. Et comme par hasard, sont détruites les archives de la période de la première indépendance, c'est-à-dire de 1917-1921. C'est une destruction considérable, très, très néfaste pour la mémoire, l'histoire ukrainienne. Autre événement,
au musée national de Lviv, eh bien, on démantèle, sans savoir pourquoi, la section spéciale d'art ukrainien. Donc, il n'y aura plus de partie d'exposition sur l'art ukrainien à Lviv. Donc, période très sombre, hein, que cette phase 2. La phase 3, on arrive en 68, et là, on va voir des choses extrêmement intéressantes et importantes qui vont se produire en Ukraine en ce qui concerne le nationalisme. D'abord, on peut dire que le nationalisme ukrainien se fait connaître, sort de son relatif isolement. D'abord, lui-même va s'intéresser aux autres nationalismes dans les pays de l'Union soviétique. En 68, vous le savez, vous avez une vague de contestation en Europe occidentale, mais aussi en Europe orientale. Vous avez en Pologne notamment des révoltes dans les universités, et puis vous avez surtout en Tchécoslovaquie la grande révolte, ce que Dubček a voulu créer, le socialisme à visage humain, qui a été donc totalement renversé par les chars du pacte de Varsovie au mois d'août 68. Donc, les Ukrainiens s'intéressent beaucoup à cela. Et ils font connaître aussi leur propre mouvement. Donc, de ce point de vue-là, c'est une nouveauté et un mouvement important. Autre fait intéressant, c'est une publication clandestine, samizdat, dans ce samizdat qui s'appelle Le Messager ukrainien, avec un numéro spécial sur l'ethnocide des Ukrainiens à Nurs. Vous voyez qu'on n'a pas peur des mots, hein, et c'est un numéro spécial qui fait le point donc sur tous les méfaits des Russes à l'égard des Ukrainiens et qui va paraître au printemps 74. Autre point important de cette période, c'est que le premier secrétaire du Parti communiste ukrainien, vous avez bien entendu, le premier secrétaire du Parti communiste ukrainien, qui s'appelle Petro Chelest, Pierre Chelest, eh bien, qui arrive donc à son poste à partir des années 63, eh bien, pendant plusieurs années, Chelest va favoriser la culture ukrainienne, la culture, la langue ukrainienne, soutien extrêmement important. Alors, Moscou laisse faire jusqu'aux années 70, où Chelest publie un petit livre d'une cinquantaine de pages, tiré quand même à 100 000 exemplaires, intitulé Notre Ukraine soviétique, qui glorifie l'histoire de l'Ukraine, la culture ukrainienne, le développement ukrainien. Alors là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. À partir de ce moment-là, Céleste se sent menacé. Alors il va pendant 3 ans essayer de se démarquer, et il va pendant 3 ans essayer de démolir tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il devient un opposant à la culture ukrainienne pour essayer de garder son poste et de garder la confiance du Kremlin. En pure perte, euh, puisque en 73, il va être débarqué et remplacé par un dur. Et on arrive ainsi à la phase 4, où une nouvelle équipe, l'équipe de Tcherbitsky, va, comment dirais-je, tenter d'effacer les méfaits de la politique nationaliste de Chelest en Ukraine. Donc, Tcherbitsky succède à Chelest en 73
Il dénonce aussitôt, il dit qu'il a un programme pour lutter contre, je cite, la vanité nationale, l'étroitesse d'esprit, le culte de la vie patriarcale, les idées fausses sur l'histoire de l'Ukraine. Donc, tout cela, c'est un nationalisme bourgeois, dit-il, et donc il fait tout pour mettre fin à cette poussée de nationalisme ukrainien. Mais, les choses sont moins simples qu'auparavant. Il y a quand même des racines fortes et Tcherbysky ne parvient pas à faire table rase du passé ukrainien. Voici Monsieur Tcherbetsky que j'aurais dû vous présenter auparavant. Donc, je dis il ne va pas arriver à ses fins. En effet, la dissidence ukrainienne euh, maintenant se sent plus soutenue à la fois en Union soviétique par d'autres dissidents, d'autres républiques, et à l'extérieur, en Occident. Enfin, l'Occident est au courant qu'il y a une dissidence nationale ukrainienne. Et un appel est lancé en juillet 73 par un Front national de l'Ukraine, nom dont on n'avait pas entendu parler jusqu'à présent. Et le programme de cet appel est considérable. En effet, les gens qui mènent l'appel, les gens du Front national de l'Ukraine, demandent l'abandon immédiat des méthodes chimiques et psychiatriques utilisées à l'encontre des détenus. Donc, ils demandent qu'il n'y ait plus d'hôpitaux psychiatriques spéciaux où l'on met les dissidents. Ils demandent la libération de tous les prisonniers politiques et des personnes condamnées pour leurs opinions, considérables. Ils demandent l'arrêt de la russification. Il n'a pas peur du mot. Et enfin, ils demandent l'instauration de l'indépendance nationale des peuples asservis à URSS, conformément à la charte de l'ONU et à la déclaration des droits de l'homme. Donc, ils considèrent que les Ukrainiens sont euh, asservis à l'URSS. Pardon, j'allume un peu plus pour voir quand même, pour améliorer l'image. Peut-être que j'aurais dû le faire plus tôt. Pardonnez-moi. Euh, alors, ensuite, ceci c'est en juillet 73. 3 ans plus tard, un groupe qui s'appelle Groupe social ukrainien pour le respect des accords d'Helsinki, auquel appartient le général Grigorenko. Ce groupe est constitué en novembre 76. Il est composé de 11 membres et il s'emploie par le biais de mémorandums, d'appels, à faire connaître les violations de la légalité sur le sol ukrainien. Alors bien sûr, le KGB arrête des militants, mais on en parle en Occident, des journalistes occidentaux sont au courant, il y a comme une relève qui est assurée. Donc ce que je voudrais dire, ce n'est pas encore la conclusion, mais ça y ressemble, vers la fin des années 70, non seulement la question ukrainienne n'a pas été réglée comme l'entendait Moscou, mais de même que la question balte, nous le verrons les fois prochaines, elle a acquis au cours des dernières années une dimension internationale. Alors, je voudrais terminer par la phase 5 de cette évolution du nationalisme ukrainien, c'est quel impact a pu avoir la perestroïka et l'accident de Tchernobyl sur la dissidence nationaliste ukrainienne. D'abord, un espèce de paradoxe. Donc, Gorbatchev arrive, lance sa perestroïka, sa glasnost, mais, on va lui faire remarquer, et il va lui-même le comprendre très tôt, que ces idées qu'il lance, ces idées de liberté, de
de mettre de clarté, la glasnost, sont des idées qui sont quand même dangereuses si on les applique et qui peuvent servir aux nationalistes de moyens de révolte, si vous voulez. On, Notamment en Ukraine, la crainte se fait que les idées gorbatcheviennes alimentent le nationalisme ukrainien. Et donc, Tcherbysky, ce conservateur ultra qu'on a mis à la tête du Parti communiste ukrainien, eh bien, Tcherbysky est chargé de freiner l'arrivée des idées de la perestroïka en Ukraine. Donc, ça explique que le rythme de la marche de l'Ukraine vers son indépendance, d'ailleurs, soit différent du rythme, par exemple, des États baltes ou caucasiens. C'est un rythme plus tardif, plus feutré, plus prudent, parce que justement, on a eu peur, les communistes ont eu peur donc que ça enflamme l'Ukraine. Donc, une perestroïka qui va être importante, mais qui va être ralentie au départ. Tchernobyl, bien le désastre nucléaire de Tchernobyl, donc Tchernobyl, c'est le 26 avril 86, ce désastre nucléaire a joué un rôle important dans le réveil de la conscience nationale. Euh, une partie importante de l'intelligentsia a établi aussitôt un parallèle entre le désastre écologique provoqué par Tchernobyl et la destruction du patrimoine linguistique, culturel et historique ukrainien, qui était de longue durée, disons. Et on a pu dire que c'était sur le terreau ethno-écologique qu'allait croître le sentiment national. Parce que la catastrophe de Tchernobyl a quand même impulsé une réflexion sur la responsabilité du pouvoir central de Moscou, sur la place de l'Ukraine dans l'Union soviétique, avec 40% des réacteurs nucléaires de l'Empire soviétique qui sont installés en Ukraine. Alors, est-ce que, après avoir été le grenier à blé de l'Union soviétique, de la Russie et de l'Union soviétique, est-ce que l'Ukraine n'était pas condamnée à devenir la poubelle nucléaire de l'URSS? Donc, des questions éminentes et très révolutionnaires. Chaque anniversaire de Tchernobyl, en 87, en 88, en 89, mobilise à Kiev des dizaines de milliers de manifestants. Autre point important, c'est que dans la foulée de la perestroïka et de la glasnost, mais avec un certain retard, va se créer un mouvement populaire d'Ukraine qu'on appelle le RUK, R-O-U-K-H, qui va se constituer au cours de 1989. Le RUK est créé à l'initiative de dissidents qui avaient milité auparavant dans le groupe ukrainien d'Helsinki pour la défense des droits de l'homme. Et on retrouve d'ailleurs parmi les piliers du mouvement du RUK des gens, des dissidents qui avaient participé à des actions déjà. Par exemple, Lukianenko, avait fait 27 ans de camp depuis 1961.
parce qu'il avait fondé l'Union ukrainienne des travailleurs. Donc, c'était un homme, hélas, plein d'expérience. Le journaliste Vyacheslav Tchernovil avait lui aussi fait 15 ans de camp pour avoir participé au groupe ukrainien d'Helsinki. Ivan Drach et d'autres écrivains, donc, pareil. Donc, c'est des gens très expérimentés. Et bientôt, le RUC va, euh, comment dirais-je, regrouper une constellation d'associations, alors des écologistes, des mouvements de défense de la langue ukrainienne, des cercles catholiques d'UNIAT, bref, des groupes parfois informels constitués à la faveur de la perestroïka. Et ces groupes vont se retrouver à Kiev pour un congrès constitutif au mois de septembre 89. Alors, il s'agit donc de créer un groupe qui permettra de faire avancer toutes ces idées écologistes, culturelles, politiques. Et alors, bien sûr, au sein de ce groupe très hétérogène, il y a une certaine mésentente, il y a des modérés, il y a d'autres, des radicaux, mais c'est quand même la formation du RUC est une chose essentielle et qui aboutira en 91 donc à l'indépendance de l'Ukraine. Enfin, il y a un dernier mouvement qui jouera un rôle très important pour la, la fin de l'éclatement de l'Union soviétique, c'est la grève des mineurs du Donbass en juillet 89. C'est une grève qui s'impose comme une forme de contestation extrêmement importante et dangereuse pour le pouvoir soviétique. Ce n'est pas une grève, d'abord c'est une grève dans le principal bassin houiller de l'Union soviétique. Ensuite, ce n'est pas une grève pour simplement demander l'augmentation des salaires ou la diminution des horaires de travail. Ce n'est pas ça. C'est une grève qui réclame des transformations fondamentales, hein, disons des révolutions. Les comités de grève qui se sont formés, qui n'ont rien à voir avec les syndicats officiels, exigent le contrôle ouvrier sur la production minière, la suppression des privilèges de la nomenclatura, la limitation des pouvoirs économiques de Moscou, le droit pour les entreprises de disposer d'une partie de la production. Donc, autant de questions qui reflètent une crise profonde qui remet en cause toutes les structures d'autorité communistes, les syndicats, le Parti communiste, les relations entre les républiques fédérales. Car les mineurs, les comités de grève expliquent que 70% des entreprises ukrainiennes sont directement gérées par Moscou. 70% des entreprises ukrainiennes sont gérées par Moscou. Que 5% seulement des devises gagnées par l'Ukraine reviennent au pays. Donc, les mineurs du Donbass apportent de l'eau au moulin du RUC, de ce mouvement d'émancipation, apportent de l'eau au moulin de tous ceux qui contestent le pouvoir communiste en Union soviétique. Voilà. Donc, l'Ukraine a joué un rôle très important, hein, qu'on a minimisé sur le moment, dans l'éclatement de l'Union soviétique. Merci. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.